Bonsoir, bonsoir. Alors, on va commencer. Je suis désolé, je suis un petit peu en retard, j'ai lancé le live. Tout simplement parce qu'en fait, je ne retrouve pas la bonne Tsuba. Donc, ce qui est un peu ennuyeux. Donc, je suis désolé sur le mode attente. Là, c'est grosse attente. Grosse attente. Allez savoir pourquoi. Eh, mais sinon, c'est pas grave. Je vais vous montrer une autre Tsuba. Si ça vous va. Si ça vous va pas, faut me le dire. Alors, je vais vous montrer une autre Tsuba. Vous me donnez 30 secondes histoire que je puisse juste trouver la belle Tsuba à vous présenter. Donc on commence dans 2 minutes. Bon allez, merci, à tout de suite. Donc je vous fais patienter 2 minutes. Voilà, j'arrive. J'ai retrouvé la bonne Tsuba. Par contre, j'ai pas de musique. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, pas de musique? Donc j'espère que tout va bien pour vous. Donc je vais vous présenter la Tsuba, qui est une pièce hyper intéressante. Déjà vous montrer déjà à quoi ressemble la Tsuba. Donc je commence un petit peu plus tard que prévu. Mais on m'en voudra pas, hein. J'espère. Parce qu'en même temps, il y a des choses que j'ai envie de vous montrer. Tac. Donc j'arrive, je fais ma petite installation. Sinon, on va mieux faire l'installation. Non, je vais faire l'installation en live. C'est du grand n'importe quoi, c'est à l'arrache là. Vous n'allez pas m'en vouloir. Hein. Et je crois que je vais pas mettre mon pied. On va faire ça comme ça. Alors... Voilà. T'as 11 minutes de retard. Hein. Incroyable. C'est inadmissible. Inadmissible. Alors, attendez, juste avant de partager... Sinon, comment qu'on va faire? Je vais essayer de foutre ça comme ça. Ce que je vais faire, je lance. Parce que vous ne me voyez pas. Là, vous me voyez. Bonjour, bonsoir. 11 minutes de retard, c'est inadmissible. Inadmissible. J'espère que tout va bien. Inadmissible parce que je ne retrouvais pas la fameuse Tsuba. Donc, ici. Je vais pas vendre sur la cam. Et je vais essayer de présenter, de partager directement, ça va être plus simple. Pour que vous puissiez, je vous puisse la...
tout cas vous présenter ça en détail. Alors, ce que je vais faire, je vais me donner 2 minutes, puisque je vais utiliser mon autre cam pour pouvoir faire ça. Et en même temps, je vais parler, ça va être plus simple. Je regarde mon téléphone, puisque j'utilise pour le moment, la deuxième caméra sur mon téléphone, mais ça marche très bien, donc on va pas se gêner. Donc, ce que je veux dire, je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la fameuse Tsuba. Alors, pourquoi la fameuse Tsuba? C'est que c'est une pièce qui est une pièce... Alors, déjà juste pour introduction, c'est la Tsuba, c'est donc la garde de sabre. Je vous ai mis ici un exemple j'ai cru que mon micro n'était pas activé, c'est du grand n'importe quoi. Pour dire, en fait, je viens juste de rentrer de rendez-vous et je voulais pas ne pas faire ce live. Bref, donc la garde de sabre, c'est donc la pièce que vous voyez ici, qui se met entre le fourreau et le sabre, en tout cas la lame de sabre et donc après la tsuka, la poignée, et qui permet de protéger la main. Donc la tsuba, c'est une pièce qui est très importante pour un sabre. Je vous avais montré une autre image qui est ici. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Je suis désolé, l'image est un petit peu pixelisée, ce que je trouvais qu'il faudrait que j'en fasse une d'ailleurs, ça serait plus simple. Donc vous avez le fourreau, donc le fourreau dans lequel on va mettre la lame du sabre. La lame du sabre est attachée à ce qu'on appelle la tsuka, la poignée, que vous tenez. Donc souvent, je pense que c'est une chose que vous avez déjà pu voir, notamment... attendez, ce que je vais faire, je vais me zoomer aussi un petit peu, ça va être mieux. C'est du grand n'importe quoi ce soir, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est la poignée, c'est ce qu'on appelle la tsuka. Elle est aussi, pareil, hyper importante. Ça va être plus ou moins longue en fonction de la lame du sabre, si c'est un katana ou un kizashi, un odachi, c'est-à-dire les grands sabres. Et cette poignée est jamais, c'est-à-dire en tout cas sur les sabres japonais, et jamais non, même jamais, on va dire, j'allais dire très rarement en lien direct avec la lame, c'est-à-dire sans garde de sabre, mais même sur les petits sabres qu'on appelle les tanto, on a une tsuba. Alors elle est plus petite, la garde de sabre est plus petite, mais elle est présente. Pourquoi une garde de sabre? C'est déjà, donc je vais vous remettre l'autre photo, qui n'est pas de chez moi, hein, qui est d'une boutique, même ça c'est une reproduction, mais c'est simplement pour vous, c'est une repro qui en plus... pas tellement à mon sens, pas très très qualitative, mais c'est pas grave. C'est surtout de comprendre que la tsuba, la garde de sabre, permet de protéger la main. Imaginez que si vous avez votre main là qui tient la tsuka, la poignée où il y a le tissu, forcément, si vous n'aviez pas de garde de sabre, c'était dangereux pour votre main, surtout qu'il n'y a pas de deuxième coup, hein, c'est un seul coup, ça tranche quand même très bien. Et donc ça, évidemment, un rôle de protection de la main, mais ça a aussi un rôle de poids en fonction de la lame, en fonction du sabre, puisque la tsuba, c'est un certain poids, hein, là, une garde de sabre comme celle-ci, ça pèse son petit poids. Il n'y a pas vraiment de moyenne d'ailleurs par rapport à ça. Je vais vous dire, ça peut être du 200, il y en a qui sont même assez lourdes, 500 grammes, bon. Ça passe pas de kilos non plus, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que tout va dépendre après du métal, de l'alliage, si c'est une tsuba qui est ajourée, comme celle qu'on peut voir ici, si c'est une tsuba qui est grande ou plus petite. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de règles. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une garde de sabre comme celle-ci, je vais zoomer, hein, parce que là, je montre, vous ne voyez pas l'objet, mais le but c'est quand même de vous montrer l'objet. Ça a un rôle de poids pour justement faciliter le tranchant avec un sabre. Si vous me regardez, en tout cas ceux qui me regardent là en direct ou après la vidéo, si vous faites par exemple de l'iaido ou du kenjutsu, le poids est important puisqu'il va aider dans le mouvement de la coupe, dans le mouvement du kata, parce qu'aujourd'hui on coupe plus, enfin si on coupe du papier, mais dans le mouvement même du kata, le poids est important. Donc il y a le poids de la lame, vous avez évidemment la tsuka, bref, mais la tsuba, c'est comme si vous aviez un poids supplémentaire qui permet d'être beaucoup plus, d'avoir un tranchant beaucoup plus vif, sec. Et ça c'est important parce que en tout cas c'est un équilibre. Un sabre, c'est un équilibre. Je reviendrai, c'est vraiment une première, hein. Je fais une intro vraiment là-dessus, c'est un petit peu plus longue, mais je reviendrai sur le détail de vraiment d'ailleurs toutes les différentes parties d'un sabre. On rentrera un petit peu plus en détail sur les différentes
les différentes parties qui sont ici, le Kozuka, etc. Pour le moment, je reste focus sur la garde de sabre. Mais il faut bien comprendre que c'est vraiment un objet qui est utile et c'est comme si c'était un point d'équilibre entre, je vous dis, la poignée et la lame. Et donc, entre deux, on a la fameuse garde de sabre. Donc, cette garde de sabre a été décorée de manière plus ou moins simple. Déjà, j'ai oublié de préciser quand même, hein, mais c'est une garde en métal, en fer, principalement, et qui a pour, encore une fois, but aussi de montrer l'amour du samouraï, du porteur du sabre, pour évidemment sa famille, son clan, son attrait pour, par exemple, une religion, son attrait pour certains motifs, symboles qui vont représenter, par exemple, le courage, la puissance, etc. Des mouvements que je disais de religion, par exemple le zen ou autre. Bref, c'est vraiment un espace décoratif à part entière sur un sabre. Ça va un peu de soi, puisque, je ne sais pas si vous l'avez peut-être vu, mais les fourreaux, en tout cas je dirais le seul endroit où on peut vraiment décorer, mettre un peu de personnalisation, de tuning, c'est éventuellement le fourreau, donc la pièce en bois dans laquelle on va rentrer la lame, et ça peut être éventuellement les petites pièces qu'on va mettre ci et là, et notamment les fameux menuki qui sont ici, qui permettent de tenir la main, c'est comme si c'était un grip pour la main, donc ça ce sont des pièces décorées. Mais sinon la grosse partie, finalement, le gros bébé qui lui permet vraiment d'affirmer sa décoration, son goût pour une certaine esthétique, c'est la garde de sable, c'est la Tsuba. Voilà, la grosse intro sur la fameuse Tsuba. Alors je vais essayer de vous montrer celle-ci en zoomant. Et alors, ce que je vais faire, je vais vous remettre juste 2 minutes, parce que je pense que si je fais ça, vous allez voir un écran noir. Ouais, vous allez voir un écran noir. Mais on va essayer. Je vais essayer de basculer. Non, je vais enlever le temps que je bascule, je vous enlève l'écran noir. Tac. Alors, je retrouve juste mon lien. C'est vrai que ce truc-là, il faut que j'arrive à trouver le bon moyen. Voilà. Je vais juste activer que le live, vous puissiez voir le live. Alors, je vais pas me mettre moi en photo, ça n'a pas de sens. Tac. Normalement, je vais la mettre en grand angle. Je vais essayer peut-être de mettre un peu plus de lumière. Vous allez me dire si ça vous convient. En fait, je fais ça de manière un peu temporaire là, hein, puisqu'en fait, je cherche pour vous dire, je suis en train de prendre un boîtier, donc je suis en train de m'éclairer la pomme, un boîtier photo pour vous montrer bien les objets, parce qu'en qualité, on va être bien, mais pour vraiment montrer le détail, ce sera plus simple, et ça, ce sera courant mai. Alors, attendez, je vais juste basculer, je vais couper le micro. Normalement, il est où? Lancer... Ah bah oui, forcément, si j'ai pas lancé la cam, ça va pas le faire. Tac. Donc là, normalement, est-ce que vous voyez mon truc ou pas du tout? Je pense que c'est même pas du tout. Pourquoi je peux pas vous montrer basculer sur la deuxième cam? Qu'est-ce qui se passe? Normalement, ça marche très bien. Évidemment, c'est aujourd'hui. Rien ne va. Est-ce que j'ai le bon lien? Bah, c'est déjà peut-être le problème. Déjà, c'est ça. Alors, attendez. On va recommencer. Là, théoriquement, vous voyez un écran noir. Donc, je suis désolé, je vais repasser sur l'écran qui est... C'est embêtant si vous voyez mon écran. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, vous avez donc pour le moment un très bel écran noir, qui est magnifique, hein, un noir de chez Noir, qui vaut le coup, hein, qui vaut le coup. Comment combler comment combler? Évidemment, le lien que je suis en train de m'envoyer n'arrive pas. C'est vrai que c'est tellement pratique.
Parce que comme ça, je pense que là, vous n'allez pas la voir si je bascule sur la webcam. Quand il veut, hein. Quand il veut, quand il veut. Quand il veut. Ça va être compliqué si j'arrive pas non plus à activer la cam. Jolie petite musique. Ouais, ça m'envoie pas mon truc, donc ça va être un peu compliqué. Là. Donc bon, bref, le temps que je fasse mon histoire, qu'est-ce qui se passe? Décidément. Je ne sais pas. Voilà. Bon, promis, la prochaine fois, ce sera, on va faire plus professionnel. Tac. Alors, théoriquement, là, ça devrait marcher. Ça va me permettre de vous montrer les choses, mais je vais me lever pour me rapprocher de la cam. Est-ce que vous voyez mon histoire? Non. Pas décidément. Qu'est-ce qui se passe? Vidéo capture device. Normalement, ça devrait être bon. Alors, je m'entends en double, mais... Alors... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne voyez pas ma cam? Si éventuellement, quelqu'un peut me dire si vous voyez la cam ou pas, parce que je comprends pas pourquoi vous voyez pas la cam, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Je vais l'activer. Tac. Là, normalement, c'est bon. Enfin. Désolé. Mea culpa. Alors, là, je vais le basculer. Je vais baisser un peu mon son. Théoriquement, est-ce que vous voyez... Normalement, je pense que la qualité est suffisamment bonne. Ouais. Je veux juste parce que si je fais ça... Je vais avoir besoin de bouger, c'est pour ça. Vous me direz si vraiment en termes de quali, c'est pas suffisamment net. Je vous dis, hein, pour le moment, ça c'est temporaire, puisque je vais essayer de prendre justement un objectif macro pour que vous puissiez vraiment voir les détails d'une pièce, de l'objet. Quand je vous le présente, c'est quand même plus pratique. Donc, et puis ça évitera une certaine... Il me semble qu'il y a un peu de saccade. Bref, j'arrête mon histoire. Donc là, ce que vous voyez, donc, c'est ce qu'on appelle une Tsuba. Ok, garde de sabre. C'est une Tsuba, celle-ci est particulière puisque c'est une garde qui est de la période Edo et qui est, on va dire, plutôt 18e siècle. Celle-ci en particulier est intéressante puisque c'est une garde, ce qu'on appelle les gardes de type Heian-jo, de la période par exemple Heian, mais qui n'a rien à voir. Hein. Heian, c'était donc une période dans les périodes japonaises. J'en ai parlé précédemment dans un autre live. Ce qui m'intéresse là, c'était surtout de vous montrer cette pièce. Pourquoi cette pièce? Parce que c'est une garde de sable qu'on ne voit pas souvent. En tout cas, pour les personnes qui sont néophytes et qui ne connaissent pas les gardes de sable, sont des pièces qui sont, je ne vais pas dire sont assez rares, mais en très bon état, on n'en trouve pas tout le temps. Celle-ci, ce que vous avez en dessous, c'est les boîtes. Hein. Les Tsuba sont toujours conservés dans des boîtes de Polonia. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que le type Heian-jo est très particulier, puisqu'en fait, c'est une Tsuba. Alors, déjà, c'est lisse, hein, avec mes gros doigts. C'est très fin. Ça mesure, allez, entre 4... les plus larges peuvent aller jusqu'à 5 mm, ce qu'on appelle le mimi, la bordure. Et vous avez donc une garde avec au milieu ce qu'on appelle ici, hein, ce qu'on appelle le nakagohana, qui permet de faire justement glisser la lame. Je pourrais préciser, je rentrerai un petit peu plus dans le détail. Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous présenter en fait ce type de garde de sabre Heian-jo. Pourquoi? C'est parce que vous voyez qu'il y a déjà, je vais essayer de zoomer un petit peu plus.
vous avez ici des rinceaux, plusieurs rinceaux, qui sont donc des éléments décoratifs qui ont été incrustés. Donc la garde de sable fond, merci, enchanté Fox. Et puis écoute, merci pour ton follow. Et bonsoir. Et désolé encore, je sais pas si tu arrives tout juste, mais désolé pour le bug avec l'histoire de la caméra. Comme je disais, je suis en train de prendre un objectif, donc là c'est un peu le live temporaire, je suis en train de prendre un objectif macro pour mieux vous montrer les détails des objets. Donc la Tsuba, ce qui est intéressant, en tout cas celle-ci de type Eianjo, c'est que les... Bah écoute, bienvenue. Je suis spécialiste, donc pour te dire, je suis spécialiste en art japonais et art coréen. Donc je suis expert et antiquaire et je fais donc des lives avec un peu de gaming, mais des lives qui sont vraiment centrés sur le partage et la découverte des arts japonais. Et donc le mercredi, puisque nous sommes mercredi, je présente, c'est une première présentation de l'objet, un objet d'art. Vous montrer vraiment le détail de l'objet. Et donc voilà, tu verras, je te laisserai regarder éventuellement les autres vidéos que j'ai pu faire sur Okusai, etc. Donc, bienvenue, voilà, merci, c'est la magie de Twitch. Hein. Donc, les gardes de sabre, celle-ci de type Eianjo, ce qui est intéressant, c'est, je te remercie, c'est que toutes les pièces que vous voyez là, les petits rinceaux, sont des rinceaux qui ont été incrustés. C'est vraiment la particularité de ce type de garde de sabre, donc période Edo, hein, là on est 17-18e siècle. C'est une d'origine. Hein. Ce qui est assez intéressant, c'est de savoir que tous ces petits morceaux, là, les petits morceaux de laiton, finalement on est sur du laiton. Je rappelle que le laiton, c'est un mélange, il y a des proportions différentes, mais c'est un mélange de cuivre et de zinc. Sur une base qui est en fait, toutes les Tsuba sont en base de fer, un fer qui est patiné, qui va avoir à certains moments des alliages différents pour lui donner des teintes différentes. Et ça, je ferai vraiment un live là-dessus pour expliquer les différents métaux dans l'art du guerrier japonais. En tout cas, c'est du fer qui a été patiné. Idem, je vous expliquerai ce que c'est une patine. C'est pas juste un morceau de fer, hein. C'est un morceau de fer qui a été traité notamment avec des oxydes pour lui donner une certaine teinte. Ici, sur les gardes Eianjo, je vais essayer de rapprocher avec la lumière, je sais pas si vous voyez bien. C'est un peu l'enjeu du truc, c'est avoir la lumière, l'ombre et en même temps les objets comme ça qui ont un certain reflet. C'est un petit peu compliqué. Enfin, vous voyez, je pense que vous voyez sur la vidéo que c'est un petit peu marron, un peu chocolat comme teinte. Ça, c'est typique des gardes de Eianjo. Vous avez des gardes de sable qui sont plutôt sur un métal, un fer qui est noir, très noir, ou très clair. On va tirer même vers le laiton. Et bien, la garde Eianjo sont vraiment de ce type-là, chocolat. Parce que moi, je suis en train de tousser. Chocolat. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous montrer. J'essaie de zoomer. Je suis en train de regarder en même temps mon écran parce que là, je ne vois pas très bien si c'est net. Normalement, c'est net. Vous voyez ici, sur celle-ci en particulier, des incrustations qui sont en fait les emblèmes de clans de samouraïs. Donc, on a un double intérêt sur cette pièce-là en particulier. Les rinceaux qui sont très fins. Voilà, j'hésite pas à les toucher avec mes doigts, hein. C'est des pièces quand même qui datent, là on est sur une pièce 18e, hein, donc 1700, hein. Donc vous voyez, on est en 2023, je rappelle. C'est des pièces qui bougent pas, qui s'entretiennent, bien entendu, mais moi j'aime sentir les objets, ce sont des objets qu'on peut toucher, y a pas de problème. Évidemment, dans un musée, vous pouvez pas y toucher, mais là, vous voyez, je vais remontrer après, je vais reculer, vous montrer dans une main comment c'est, mais c'est une pièce qui est vraiment intéressante. Déjà pour sa forme, donc forme ronde, ce qu'on appelle marugoto. Maru en japonais c'est rond, tout simplement. Et ce qui ici est intéressant, c'est que cette forme, en tout cas cette Tsuba, reprend les emblèmes de samouraï, de clan. Ce que vous voyez ici dans les ronds, ce qu'on appelle les membres, les kamondes. Et je vous montrerai juste après en conclusion les différents kamondes qui existent, en sachant que tous les clans, toutes les familles avaient donc des emblèmes. Donc vous avez sur cette face-ci 5 emblèmes avec les rinceaux. Et je retourne. Sur cette face-ci, vous avez une même reprise d'emblème, mais un petit peu différent, notamment au niveau de la feuille, les floraux. Vous avez ici un kiku de l'empereur, le chrysanthème. Vous n'avez pas tout à fait les mêmes, et moi qui m'intéresse aussi, c'est celui-ci qui représente aussi une croix. Donc ça, je pourrais détailler, je ne vais pas détailler là, sinon je vais en faire 2 heures sur les différents clans de samouraïs. Mais c'est très intéressant parce que c'est une pièce qui n'est pas... Je vous rappelle qu'une Tsuba, ce que je disais en introduction, une Tsuba, c'est une pièce pour un samouraï, un porteur de sabre. Donc un porteur de sabre, il dépendait d'une famille, d'un clan. Là, c'est hyper intéressant.
parce que c'est une Tsuba qui reprend les symboles de différents clans. Alors, est-ce que c'était des clans qui se sont mis d'accord sur une entente en période Edo, hein. Je rappelle que période Edo, on est sur une période de paix. Donc, est-ce qu'on était plutôt sur une Tsuba commémorative, par exemple, de paix entre les clans? Moi, je pense que c'est ça. Est-ce que c'est une entente plutôt commerciale? Voilà, ça c'est encore à préciser. C'est toute la magie aussi de ce genre de pièces, où on peut bien se demander, se dire que le porteur de ce sabre était peut-être d'un clan, et puis ils se la sont passés, hein, peut-être. En tout cas, ce qui est vraiment intéressant sur cette pièce-là, c'est ça. C'est au-delà de son intérêt purement décoratif, c'est-à-dire toutes ces pièces incrustées, ce vrai travail d'artisanat, hein. Dans une vidéo, j'expliquais que les Tsuba, vous avez des artisans de Tsuba qui s'appellent les Tsubako, qui sont des artisans uniquement de Tsuba. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui faisaient les lames de sabre ou les autres pièces du sabre. Vous avez donc des artisans qui, je ne vais pas bouger ma main parce que sinon je vais vous faire vomir, qui travaillaient uniquement ces gardes de sabre sur commande. Et donc, cette pièce, Eianjo, est vraiment, en tout cas, est superbe pour ça. Et de part, en plus, comme je le disais, au niveau des rinceaux, qui sont quand même des pièces incrustées, c'est lisse, hein. Je ne sais pas si on voit, enfin, si je me mets comme ça, hop, je suis désolé, je regarde en plus mon écran. Vous voyez, ça dépasse pas. On est vraiment sur une pièce qui est très très lisse et qui protège bien la main. Vous imaginez, si j'ai ma main derrière, bah au moins je risque pas de me faire trancher la main, quoi. C'est quand même un bon bout de fer, hein, donc le sabre est pas prêt en tout cas de faire mal à votre main, à votre mimine. Et donc très belle pièce pour ça. Ce que vous voyez au milieu, et c'est quand on fait une expertise notamment de Tsuba, on regarde toujours, moi je regarde toujours si cette Tsuba a été utilisée, notamment. Utilisée et évidemment portée sur un sabre, si cette même Tsuba a été utilisée en combat, par exemple. Bon, là c'est difficile de le dire sur ce type de Tsuba Eianjo, parce qu'encore une fois c'était en période de paix. Est-ce que ça a été utilisé pour des démonstrations? Est-ce que on est quand même sur une Tsuba 17e, 17-18e, pardon. Toujours difficile à dater, hein, entre 17 et 18e sur ces périodes-là clés, et notamment sur les modèles Eianjo. Quand on est dans l'expertise, voilà, on dit Edo classiquement. Après, on va pas faire de datation spécifique, sauf évidemment sur certaines pièces qui sont signées. Là, je rappelle que la Tsuba, celle-ci n'est pas signée. Je vous en montrerai une qui est signée pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble quand c'est signé, qui est gravé d'ailleurs, hein, dans le métal. Mais ce que je veux dire, ce qui nous démontre que cette Tsuba a été portée, clairement a été utilisée, c'est ce fameux, cette encoche du milieu où le sabre passe. Vous imaginez déjà, hein, ici la forme du, je vais poser la Tsuba, la forme du sabre qui passe au milieu de ce Nakagohana et qui a été serti, c'est-à-dire pour que ce soit tenu par des petits morceaux de cuivre de très fin, qui permettent de maintenir un peu comme une cale le sabre. Donc ça, c'est quand on va regarder si une Tsuba a été utilisée, même si vous voyez des Tsuba dans les musées ou autres, amusez-vous à regarder quand même cette partie centrale qui est le Nakagohana. On voit des traces de coups, ce sont des traces de coups de petits burins pour bien caler la lame et pour bien caler l'ensemble. Donc là, clairement, on est sur une pièce qui a vraiment été utilisée, qui a vraiment été portée par voire des samouraïs, clairement. Une pièce comme ça, alors c'est une pièce qui, encore une fois, il n'y en a pas énormément sur le marché de cette qualité. Quand je dis sur le marché, parce que évidemment les collectionneurs, quand on a une belle pièce comme ça, on a tendance à vouloir la garder. Mais on en trouve encore quelques-unes. Et puis ce qui a tout son charme, en tout cas sur les Tsuba, quand vous allez commencer à regarder les gardes de sabre, c'est justement le fait qu'elles ne soient pas nickel neuves. J'en présentais une, je représentais sur l'écran au début un truc neuf de chez neuf. Là, vous voyez que c'est une pièce qui a du vécu. Vous voyez, justement, avec ma lumière qui permet de faire les ombres, vous voyez qu'il y a un grain là au niveau du fer. On voit bien que cette Tsuba a été utilisée, Est-ce qu'elle a été sur un terrain de combat? Je ne sais pas, je ne peux pas vous l'affirmer. Est-ce qu'elle a été clairement portée au jour le jour? Oui, ça c'est sûr qu'elle a été portée, elle a été montée, portée. Sûrement aussi pour des démonstrations ou des phases d'entraînement, ça c'est clair. Pour qu'elle ait été fixée, notamment avec les petites accroches, les petits montants, bref, c'est clairement une Tsuba qui a été utilisée. Il est aussi pas rare de voir à certains moments des petits points, on est quand même sur du fer, hein,
faire d'une Tsuba Edo un peu de rouille, mais encore une fois, c'est pas ça qui, en matière de, si je commence à parler du prix, va vraiment, je dirais, faire baisser le prix d'une Tsuba. Une pièce comme ça, c'est une pièce de collection, c'est une pièce qui aujourd'hui ne se monte pas, se monte. Vous pouvez la monter sur un sabre que vous avez, un sabre de collection, mais c'est pas une Tsuba que vous allez utiliser si vous faites du Kenjutsu ou des Aido, vous ne prenez pas une Tsuba comme ça, hein, évidemment. Là, on est sur des pièces, et Yanjo en moyenne, on est entre 600, 700 euros quand même de pièces, donc c'est une jolie pièce de collection, mais c'est une pièce qui a de l'histoire, c'est une vraie pièce qui a du vécu. Les deux trous que vous avez pour terminer aussi là-dessus, les deux trous que vous avez à côté si vous ne connaissez pas, c'était en tout cas pour passer les accessoires qui étaient en plus mis sur un sabre, à savoir le Kogatana qui est un petit couteau. Je ne sais pas si je peux vous remettre peut-être une image. Non, je vais rester sur la Tsuba, j'en parlerai. Et il y a le petit Kogatana, le petit Kozuka qui est un petit couteau. Et vous avez aussi un accessoire qui se met dans les cheveux, qui lui permettait aussi, donc il se met dans le fourreau, ça je réexpliquerai plus tard. Et c'est pour ça que la Tsuba a plusieurs trous. Il y a le trou pour la lame et il y a le trou pour les accessoires, qui n'est pas toujours d'ailleurs valide. Donc, toutes les Tsuba n'ont pas de trou. Ça va dépendre encore une fois du porteur, de sa demande. Est-ce qu'il avait besoin de mettre un petit couteau supplémentaire à faire glisser justement dans le fameux Kozuka. Bon, ça c'est un peu, ça dépend. Bref. Donc ici c'est une vraie belle Tsuba de type Eianjo. Eianjo c'est H-E-I-A-N plus loin J-O. Et donc vraiment caractérisé par ces incrustations de laiton sur fer, toujours en version très plate, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relief. Et voilà ce que je peux vous dire sur ce type de Tsuba. Je vais rebasculer sur mon écran pour vous montrer. Alors, est-ce que vous avez des questions? Si Fox, tu es toujours là et que tu as des questions, il ne faut pas hésiter. Je suis vraiment là pour ça, pour répondre vraiment à toutes les questions sur ce type d'objet. Et voilà ce que je voulais aussi montrer avant de terminer. On est sur une pièce qui, alors attention, dans les largeurs, ça peut faire 5-6 cm. Il y en a des très grandes qui sont sur 10 cm. Mais vous voyez, ça tient quand même dans la main. Okay, ça tient dans la main et ça permet, encore une fois, de surtout protéger la main. Donc les plus petites Tsuba qui existaient, et Yanjo, il n'y a pas de plus petite, clairement plus petit format. Elles sont toutes sur ce même format-là. Donc voilà, à peu près 5-6 cm. Pas plus petit format sur les Tsuba de l'école et Yanjo. Mais pour les... je te remercie. Bah, écoute, très bien, je suis clair. Top. Vous avez, en tout cas, il existe des plus petites Tsuba, vraiment des plus petites gardes de sable de 3 cm qui se mettent sur les sabres plus courts, ce qu'on appelle le tanto, qui nécessitait forcément moins de protection. Et puis encore une fois, c'est aussi ce que je disais en introduction, une question d'équilibre entre la lame du sabre, la poignée. Je vais rebasculer sur mon écran pour que vous puissiez voir. Paf, ici. Normalement, est-ce que vous êtes... Tac, voilà. Normalement, c'est bon. Donc la petite Tsuba qui est ici, la poignée, la lame dans son fourreau. Je vais remonter l'image qui est pas top, attention, parce que c'est une image d'un sabre qui est moderne. Mais on se rend bien compte ici de la place de la Tsuba. Il faut imaginer donc la fameuse Tsuba Eianjo qui est à cet endroit entre, encore une fois, la Tsuka, la poignée, et le sabre. Je détaillerai un peu plus sur les différentes parties du sabre, en tout cas de maintien de la Tsuba. Ça, je détaillerai plus tard. Pour juste terminer, concernant la Tsuba Eianjo qu'on a avec les clans de samouraïs, je vous mets ici un exemple. Alors, des emblèmes de clans, des emblèmes de famille, il y en a une flopée. Il y a des index, les Japonais aiment bien tout indexer, aiment bien lister tout dans tous les sens, en sachant que je vais juste arrêter ma vidéo parce que j'ai la vidéo qui tourne et donc je m'entends en parallèle. Je pense que pour vous c'est pas très agréable. Chaque famille, chaque clan de samouraï, ça je ferai vraiment un focus, une présentation des clans de samouraï, et justement de ce qu'on appelle les kamandes, les mandes de samouraï, les emblèmes. Cette fameuse Tsuba, donc Eianjo. Je reprends avec mes gros doigts, jamais ici. Bon, je pense que là, vous voyez pas grand-chose, mais voilà. Les fameux emblèmes qu'on retrouve dessus sont des emblèmes de famille. Donc, quand on va expertiser une Tsuba comme celle-ci, ce qui est intéressant, c'est de retrouver évidemment les clans
Alors, il y en a certains qui sont évidemment plus connus que d'autres. Les clans des grands shoguns, ça c'est facile à retrouver. Des grandes familles, c'est aussi facile à retrouver. Et puis, il faut voir qu'on a certaines variantes d'emblèmes, tout simplement parce que ça peut être la famille proche, donc qui va appartenir d'un clan, mais c'est un peu le clan dans le clan, comme une famille en fait, comme une grande famille, et donc il va y avoir des variétés d'emblèmes en fonction de ces familles. Donc on va partir sur un grand clan, et puis derrière, vous allez avoir des variantes, et ça c'est en fonction des tsubins, des décorations de sabre. On arrive comme ça à identifier et de se dire que la fameuse garde de sabre, la tsuba, les éléments de décoration qu'on va pouvoir avoir sur tel et tel fourreau de sabre. En anglais, on appelle ça les sword fittings. C'est pas la lame. Je présenterai une lame aussi pour vous montrer, mais je pense que ça va être un peu en live, ça va être un petit peu compliqué. Mais enfin bref, on verra au niveau de la lame, mais on n'a pas les emblèmes, ne sont pas sur une lame. Ils vont être sur tous les accessoires qui vont être autour. Et donc, Eianjo, pour le coup, c'est vraiment un type de garde qui clairement permet d'associer des clans. Bon, là, c'est vraiment en plus un cas particulier avec des clans différents, mais d'associer un samouraï avec, en tout cas un samouraï, une famille de samouraïs, avec évidemment la garde qui a été utilisée. Donc voilà, concernant cette très belle pièce Eianjo, vraiment, moi je la regarde presque tous les jours. C'est vraiment une très belle pièce qui est encore une fois dans son jus, c'est important, et qui, de par son travail de création artistique, vous voyez, il y a une finesse vraiment du travail qui est incroyable, qui aujourd'hui, je pense qu'on ne serait pas capable de refaire ce travail-là. Pour terminer là-dessus, au niveau des rinceaux, si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos, mais pareil, je pense que je rentrerai un petit peu plus dans le discours technique. Il faut savoir que c'est des burins différents qui sont utilisés par les forgerons, qui vont travailler avec des burins plus ou moins fins, qui vont permettre, donc ils vont tapoter dans l'intérieur d'une... C'est pas moulé, on tape, et on va faire une sorte de canule, de dessin, puis on va dessiner les rinceaux, on va dessiner les emblèmes au burin, pour ensuite faire rentrer. J'ai un livre pour vous montrer justement les différents burins pour bien se représenter la chose, et qui va ensuite faire rentrer les fameux, ce qu'on appelle des inlays, les fameuses pièces là, qui sont intégrées, les emblèmes qui sont intégrés ici et là, vont être ensuite intégrés dans ces espaces qui ont été faits. Donc ça, c'est aussi un vrai travail d'artisanat. Aujourd'hui, je vois pas... ça se rapproche peut-être un peu en France de mobilier boule, si vous connaissez, donc tout ce qui va être incrustation, mais clairement aujourd'hui ça c'est quelque chose qu'on est en tout cas plus pas capable nous de faire, et plus capable de faire. Donc pour une tsuba qui est encore une fois une pièce Edo, je rappelle Edo, c'est 1600 jusqu'en 1800, donc on est vraiment sur 2 siècles de paix, et donc aussi le développement d'écoles comme celle-ci qui ont vraiment eu le vent en poupe, parce que ce sont des écoles très décoratives. On est sur des pièces vraiment où on se fait plaisir quand on a une pièce comme ça. Donc voilà, en tout cas j'espère avoir été clair, a priori oui, sur ce genre de pièces. Sur l'aspect technique, photo, etc. Je suis en train donc de reprendre un boîtier pour essayer de montrer le plus simple et de prendre à voir surtout mes deux mains. En fait j'ai un pied pour le faire, mais là je me suis dit pour la tsuba, comme c'est un objet qui brille, j'ai voulu le faire comme ça. En tout cas la prochaine fois ce sera mieux, et je pourrais mieux vous montrer en détail d'autres pièces. Bon là je pense que vous avez pu voir ces éléments, mais des tsuba qui vont être notamment ou d'autres pièces décoratives, les lacs par exemple, qui sont très fines à regarder. Il faut que je puisse vous montrer ça en mode macro, et voilà, et puis surtout que je puisse répondre à vos questions dès que vous en avez. Donc voilà, donc c'est une première présentation. Écoute, je te remercie Fox. Présentation que je cale donc les mercredis, sauf exceptionnellement là dans les prochaines semaines, je suis en congé, donc je stoppe, donc je ferai pas de live objet. Je ferai peut-être ce que je disais, peut-être de l'IRL, ou je vais voir en fonction de quelle manière je peux faire du live. En tout cas, les présentations d'objets comme ça, je les cale le mercredi, et le lundi, on est plutôt sur un thème artistique,
ou un artiste, une technique, une école, comme j'ai pu faire au Kusai. J'ai présenté déjà, je vous laisserai regarder, je te laisserai regarder Fox, peut-être les précédentes vidéos que j'avais fait, notamment par exemple sur la sculpture Aniwa. L'idée c'est vraiment de partager et de répondre à toutes les questions possibles et surtout voilà, de montrer que le Japon, il y a plein de facettes dans l'art et on peut en parler facilement finalement et voilà. En tout cas merci de m'avoir écouté, merci Fox pour le follow et puis écoute, bonne soirée à toi, bonne soirée à tout le monde et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao, bonne soirée et puis bon appétit hein, à 20h30 quand même hein. Allez ciao, bonne soirée.